Coucou! Bienvenue à tous à cette petite vidéo sur les stages à l'international. Avant de me lancer tout de suite dans le contenu, je vais juste me présenter si jamais vous me connaissez pas. Mon nom c'est Justine Boisvert, je suis en troisième année du baccalauréat en sciences biomédicales. Je suis à ma dernière année, ma dernière session même, puis je suis au cheminement honors. Je suis aussi assez impliquée. Je suis notamment coordonnatrice des affaires académiques au sein de l'asso étudiante. Puis je fais aussi d'autres comités à l'Uni. Je vais faire dans le fond un petit retour sur l'expérience que j'ai vécue au cours des 4 derniers mois. J'ai été stagiaire au laboratoire du Dr. Sveistrup au Center for Gene Expression qui est affilié à l'Université de Copenhague. Donc évidemment, j'ai fait mon stage obligatoire de 15 crédits du bac en biomède, mais je l'ai fait à l'étranger. Puis ça, c'est tellement une expérience pour laquelle je suis reconnaissante. J'ai tellement trippé, ça a été vraiment une des plus belles expériences de ma vie. Ça vaut vraiment la peine si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'ai pu travailler sur un projet super stimulant. C'est vraiment un bel environnement, un nouvel environnement que j'ai appris à connaître au cours de l'été. Puis en plus de le faire dans une des plus belles villes du monde, je suis vraiment chanceuse et reconnaissante d'avoir pu le faire. Par contre, c'est sûr que ça venait avec quelques défis. En fait, vu que la dernière personne de biomède qui est allée faire son stage à l'international, ça datait de plusieurs années. C'est ça, j'ai dû un peu comme me lancer là-dedans sans vraiment savoir si ça allait être possible. J'ai mis énormément d'efforts, de temps et d'énergie en me rattachant à l'espoir que ça allait fonctionner. J'ai créé un compte Instagram accessible à tous, il est public, il s'appelle Jubiologie. J'ai publié plus de 40 publications qui détaillent les procédures, mais aussi j'ai documenté ma vie, mon quotidien, mes défis et comment j'ai trouvé des solutions, puis des conseils que j'ai à donner. Puis petit fun fact, à la base, je voulais filmer cette vidéo-là quand j'étais à Copenhague. Là, je suis dans ma chambre à Montréal, mais je voulais pouvoir, le faire comme la veille de mon départ, puis vraiment avoir une perspective globale quand j'ai terminé, puis là, je m'en allais prendre l'avion le lendemain, puis tout, mais j'ai pas pensé au fait que j'étais super émotive. C'était en fait impossible de filmer la vidéo sans que je commence à pleurer, parce que je pense que j'ai tellement vécu une belle expérience qu'après ça, de dire que c'était fini, puis de le réaliser en même temps que je filmais, c'était trop difficile, puis j'ai juste commencé à pleurer. Puis là, je me suis dit, garde, je vais juste prendre mon temps. Puis là, c'est ça, là, j'ai fait un peu plus mon deuil, puis je passe à autre chose. Je suis dans ma session d'automne maintenant à l'UDM, fait que je suis revenue à mon quotidien, fait que ça me permet un peu de parler de tout ce que cette expérience-là a impliqué pour que si jamais ça vous intéresse, vous puissiez écouter une vidéo où je ne pleure pas. Je vais me lancer dans le fond dans des petites informations générales qui pourraient vraiment être utiles si jamais ça vous intéresse. Si vous êtes curieux, vous voulez juste savoir qu'est-ce que ça implique, je vais vous donner une vision globale. Il y a un petit critère académique, il faut avoir une moyenne générale qui est supérieure à 3,6 sur 4,3. Là, je pense que c'est quand même bénéfique du point de vue où non seulement il y a l'adaptation au laboratoire avec tout ce que ça implique d'être à l'international, que je pense que c'est vraiment bénéfique si vous avez vraiment une compréhension de la science qui est solide. Puis je pense que c'est pour ça que le critère académique a été établi. Du côté vraiment personnel, je crois que c'est super important. 3 qualités que je vais plus décrire en détail, mais d'être motivé, d'être organisé, d'être travaillant, c'est les 3 piliers qui vont vous permettre de passer à travers la planification du stage. Puis j'ai comme plus aller en détail, là, dans le fond, pourquoi je dis motivé? Parce que il va y avoir plusieurs embûches, inévitablement. Il y a des embûches, il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, même si on essaie d'être super prévoyant puis d'avoir vraiment comme une planification béton. Il va y avoir parfois des imprévus puis c'est correct. Je pense que c'est juste important d'être motivé à un point où vous allez constamment essayer de trouver des solutions à vos problèmes. Fait que c'est ça, la motivation, super important. Puis comment vous pouvez vous motiver? À la base, pourquoi vous êtes ici en ce moment en train d'écouter la vidéo? Vous avez envie de vivre une expérience comme ça. Vous avez envie d'aller à l'étranger, vous avez envie de vivre par vous-même, d'être autonome, de découvrir une nouvelle culture en même temps, de peaufiner vos expériences en laboratoire. C'est ça, il y a tellement de points positifs que la motivation, ça vient de là, puis si ça vous parle pas,
ben, tu sais, ça se peut que ce soit plus difficile de trouver des solutions. Maintenant aussi, l'organisation. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un processus qui est assez long, mais qui passe vite dans la mesure où, tu sais, j'ai commencé les démarches en septembre dernier, fait que ça va faire 1 an. Le processus pour aller en stage, c'est comme 8 mois. C'est en général faire la recherche de stage, entrevue, appliquer à la mi-taxe, appliquer à la logique, faire des demandes de visa, trouver son logement, des assurances, faire son budget, trouver ses billets d'avion. Bref, tout ça, en général, avec les délais et le travail à faire, ça prend environ 8 mois. Mais c'est 8 mois durant lesquels vous êtes à l'école, vous avez d'autres obligations, vous avez d'autres engagements. Pour moi, c'était super important de ne pas négliger les autres aspects de ma vie. Tu sais, c'est sûr que j'ai dû faire des compromis, mais j'ai aussi trouvé que c'était super bénéfique d'être super organisée, puis comme au point où que je notais tout, je notais à qui j'avais parlé, quand j'avais parlé à cette personne-là, c'est quand la prochaine fois que j'allais relancer cette personne-là si elle me répondait pas. Je notais le contenu de mes courriels, tous les petits numéros de vérification pour mes paiements, mes numéros de validation, blablabla. Tout ça, j'avais ça dans un fichier. Je pense que c'est vraiment crucial d'avoir votre méthode d'organisation qui fonctionne pour vous. La troisième chose que j'avais mentionnée, c'était d'être travaillant. Puis ce que je veux dire par là, c'est justement, comme j'ai dit, c'est une charge de travail considérable. C'est faisable, mais c'est considérable. Faut vraiment s'y attendre, faut comme planifier, faut être prêt à cette charge de travail et ça va aussi vous prendre beaucoup d'énergie. Tu sais, que ce soit une énergie mentale, que ce soit une énergie de genre se lever tôt le matin parce que, ben, je parle pour moi parce que j'avais des appels à faire en Europe. Peut-être le fuseau horaire, fallait que je me lève vraiment tôt pour être sur leur journée habituelle quand je voulais faire des appels par exemple. Enfin, c'est ce genre de truc. Ouais, vraiment, je pense que motivation, organisation, puis être travaillant, c'est le pilier essentiel pour vous permettre de faire votre stage à l'international. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous êtes vraiment là, ok, parfait, je me lance. Avant de faire quoi que ce soit, contactez Sophie Dubuisson. C'est la coordonnatrice des stages, mais en fait au département de pharmacologie et physiologie. C'est elle qui va vraiment coordonner les activités de stage, que ce soit à Montréal ou à l'étranger. Mais dans le fond, lors d'une première rencontre, elle va pouvoir vous fournir un échéancier global des tâches requises. Moi, c'est ça qui m'a un peu sauvée en fait, parce que je savais vraiment pas par où commencer, puis d'avoir vraiment un échéancier global, puis de savoir aussi quelle bourse j'allais pouvoir toucher. Pour ça, je pense que ça m'a aussi aidé. Donc vraiment, ce rendez-vous-là, il est crucial. Allez voir Sophie, puis ça va vraiment pouvoir vous outiller, puis vous orienter vers le droit chemin. Ensuite, planifier un échéancier qui est détaillé et adapté à votre objectif. Donc là, dans le fond, après la rencontre avec Sophie, l'échéancier qu'elle fournit, il est souvent plus global et générique dans la mesure où c'est comme les dates, c'est genre 8 mois avant, 4 mois avant. Fait que je pense que c'est important de vraiment le mettre dans son calendrier, de se détailler un peu c'est quoi qui est propre à votre situation, puis de savoir un peu quelle date vous avez besoin de compléter les tâches. Par exemple, moi, je m'étais dit, ok, ben ma mi-taxe, il faut qu'elle soit complétée d'ici le 1er décembre. Il faut que mon visa se soit complété le 1er février. J'ai pas été capable de faire ça le 1er février, mais j'étais comme, peut-être plus comme je me laissais une marge de manœuvre, là, mais j'ai vraiment été stressée justement à cause du visa, longue histoire. Mais ouais, j'avais vraiment un échéancier qui était clair et établi. Je savais exactement quoi faire et quand. C'est ça, avoir une bonne planification, ça va définitivement vous aider. Ensuite, de s'informer sur le pays d'intérêt. Moi, personnellement, j'avais pas vraiment le but d'aller à Copenhague particulièrement. Je voulais faire mon stage à l'international, mais j'avais comme plusieurs pays en tête. J'allais plus en fonction de mes intérêts comme scientifique en recherche. Ben, j'étais vraiment intéressée par la biologie moléculaire. Fait que là, j'étais comme, je vais aller dans un lab en biologie moléculaire. On dirait que comme quand tu commences la recherche de stage aussi, il y a tellement d'options puis tellement d'opportunités que ça devient un peu comme mélangeant, là. Je conseille vraiment d'établir un peu c'est quoi votre but, puis après ça, de faire des petites recherches. Puis les recherches sur le pays d'intérêt, c'est plus par rapport à tout ce qui est logistique. Fait que, tu sais, le coût de la vie. Ça dépend de votre budget, mais ça dépend aussi des bourses que vous êtes capable d'aller chercher. Ensuite, la culture, si elle est compatible avec vos intérêts. Donc évidemment, moi, j'étais super intéressée par la culture scandinave en général, puis je pense que d'avoir une destination qui s'aligne avec vos intérêts, c'est super intéressant.
Puis pour ce qui est de la langue, si c'est évidemment un pays qui parle français, là, si vous allez en France, ben vous n'avez pas vraiment de soucis nécessairement par rapport à ça. Mais si c'est un pays qui parle une autre langue que le français ou l'anglais, faire des petites recherches sur le niveau de bilinguisme. Ça va vraiment vous aider à planifier puis à vous intégrer à un milieu. Moi, j'étais super stressée. Je sais pas pourquoi, je m'étais mis dans la tête que comme personne allait parler anglais, mais comme je pense qu'une petite recherche aurait pu me déstresser là-dessus parce que je faisais du Duolingo à chaque jour, puis j'étais comme je veux vraiment apprendre le danois. J'ai pas été capable d'apprendre le danois parce que c'est vraiment une langue qui est complexe, puis j'ai vraiment fait tous les efforts possibles, puis tu sais, j'étais capable de dire quelques petites phrases par-ci par-là, mais c'est tellement bilingue que genre l'avoir su, je pense que ça m'aurait déstressée aussi. C'est comme une de mes petites anxiétés là, de pas être comprise. Puis maintenant aussi, ben la sécurité. Faut tenir compte du fait que vous allez être seul dans un autre pays. Fait que savoir un peu les mesures de sécurité, qui vous pouvez appeler dans telles circonstances, est-ce qu'il y a un niveau de criminalité qui est élevé, tu sais, c'est des facteurs à considérer. Puis maintenant, pour ce qui est du visa, savoir un peu le niveau de difficulté d'obtention. Je pense que ça, c'est comme la chose que j'aurais aimé qu'on me dise parce que, honnêtement, j'ai commencé à faire ça en janvier, mais là, après ça, j'ai réalisé que le processus de demande de visa puis d'immigration au Danemark est comme quand même assez complexe, quand même assez difficile. Ça m'a pris par surprise puis ça m'a vraiment stressée. Là. C'est là que je dis, je faisais là, des courriels puis des courriels puis j'appelais au consulat, j'appelais à l'ambassade, j'appelais à l'Université de Copenhague internationale, un peu comme l'équivalent de UDM international. C'est eux qui ont pu m'aider finalement, mais si je l'avais su, j'aurais vraiment commencé les démarches de visa plus tôt, là, le plus tôt possible, je pense que le mieux c'est. Ouais, fait que c'est ça, c'était un peu ça que je voulais dire par rapport aux pays d'intérêt, comme juste de petites recherches préliminaires. Puis évidemment, ça peut être fait en parallèle avec la recherche de stage parce que ça va peut-être guider à quel laboratoire vous allez vouloir appliquer. Puis d'ailleurs, justement, là je m'en viens à la recherche de stage. Puis les conseils que j'ai, c'est assez c'est des choses que vous avez peut-être déjà entendues par rapport à votre recherche de stage comme à Montréal. C'est pas plus spécifique à la recherche de stage à l'international, mais tu sais, quand vous avez trouvé un laboratoire auquel vous voulez vous joindre en tant que stagiaire, ben la première chose à faire, je pense que c'est de vous demander pourquoi ce laboratoire-là, puis d'aller lire un peu des articles là-dessus, voir si ça vraiment ça vous intéresse. Il faut comme garder en tête que vous allez travailler là-dessus. Moi, je travaille peut-être comme 60 heures semaine. Fait c'est beaucoup de travail que vous voulez travailler dans un endroit que vous aimez. Là. Fait que je pense que ça vaut vraiment la peine. Je pense que ça m'a aidé après ça à faire ma lettre de motivation. Deuxième étape. Lettre de motivation, je crois que c'est super important de la mettre le plus spécifique au laboratoire possible. Quand on montre notre intérêt qui est spécifique à un laboratoire, ben on met toutes les gens de notre côté versus juste appliquer de manière super générique à n'importe quel lab, ben ça se peut que le courriel y aille dans la poubelle directement. Ensuite, pour ce qui est de votre CV, je vous conseille de l'adapter à la recherche. C'est pas la même chose d'appliquer pour une job dans un restaurant avec son CV que d'appliquer dans un laboratoire avec son CV parce que, évidemment, les exigences sont différentes, puis les éléments qui valorisent sont différents. Fait que je pense que, de mettre, par exemple, vos cours de lab que vous avez déjà eu, fait que vos TP, vos techniques que vous savez maîtriser, les logiciels que vous savez maîtriser. Je pense que c'est un gros plus, ça montre que vous êtes consciente de ce que ça implique. Puis aussi, évidemment, si vous avez d'autres stages que vous avez faits, même si c'est pas en sciences fondamentales, même si c'est dans autre chose, ben mettez-les, là, ça va évidemment montrer que vous connaissez les contextes professionnels. Ensuite, pour le relevé de notes, vous pouvez y accéder dans votre centre étudiant. Je pense que c'est vraiment là de faire un dossier qui est solide pour qu'ensuite, quand vous appliquiez à un lab, ben, que vous mettiez toutes les chances de votre côté. Puis la petite note à part, personnellement, je trouvais ça vraiment difficile d'avoir une réponse. Je me demandais un peu comment ça se faisait que j'avais pas vraiment de réponse. J'étais allée voir mon prof, puis il m'avait dit, tu sais, les chercheurs, on reçoit comme peut-être 150 courriels par jour. Il y en a qui vont directement dans notre spam, on n'a pas le temps de tout voir. Donc, moi, ce que je te recommanderais, c'est d'appeler. Puis je me rappelle, il m'a dit sur le coup, comme appeler. Comment ça, j'appellerais, tu sais? Il me semble que tout le monde utilise les courriels maintenant. Puis là, il était comme,
non, ça va vraiment comme te démarquer. Il y a personne qui, justement, personne n'utilise les appels maintenant. À ce moment-là, je me rappelle, j'avais comme acheté des minutes internationales avec mon forfait. J'avais appelé à 3 là, j'étais allée me coucher. Puis le lendemain, j'avais 3 réponses. Fait que je pense que c'est vraiment comme le conseil en or que j'ai à vous donner, là, à appeler, comme littéralement. Faites quand même votre dossier, puis envoyez le courriel en premier. Là. Après ça, une fois que c'est ça, vous avez comme passé votre entrevue avec le chercheur ou la chercheuse, puis que c'est dans la poche, ils vous disent oui, parfait, tu peux venir au lab, on t'accueille dans l'équipe, ben là, c'est le moment de tout de suite commencer avec la mi-taxe. Puis aussi, tu sais, vous pouvez l'aborder aussi dans l'entrevue. Tu sais, moi, ma chercheure, elle m'avait dit, tu sais, de base, c'était comme tu sais que ça va pas être rémunéré, comment tu planifies côté financier. Puis, tu sais, j'avais parlé de la mi-taxe, puis que blablabla, j'allais faire une demande de bourse avec la mi-taxe. Puis elle m'a dit ok parfait. Dès qu'elle m'a répondu ok ça fonctionne, t'es dans l'équipe, ben là j'avais dit merci, trop cool. Maintenant sur quoi je vais travailler spécifiquement pendant mon stage. Puis là elle m'a comme un peu envoyé son projet de recherche, puis c'est sur quoi j'allais travailler. À partir de là j'ai travaillé vraiment de manière autonome pour faire la demande de bourse. Fait qu'après que vous ayez complété la mi-taxe, ensuite il y a la logique aussi que vous pouvez obtenir en même temps que la mi-taxe. Tu sais, par exemple, la mi-taxe puis la MES, c'est 2 bourses qui sont assez similaires, fait que vous pouvez pas les combiner, mais la mi-taxe, c'est une bourse de recherche, alors que la logique, c'est une bourse de mobilité. Fait que ça peut être combiné parce que c'est pas le même type de bourse. Je vous conseille d'aller voir sur le site de la logique, il y a plusieurs dates de dépôt auxquelles il faut se conformer pour pouvoir obtenir le financement. C'est plus une bourse pour couvrir les billets d'avion. Ça dépend de où est-ce que vous allez, puis ça dépend de si c'est un stage ou un projet. Par exemple, pour moi, dans mes conditions, j'ai touché 800$, mais tu sais, exemple, si vous allez au Japon, je pense que c'est quelque chose comme 1200. Ça couvre pas tout le billet d'avion, mais ça couvre quand même une bonne partie. Après, la mi-taxe, la logique, ça vaut la peine d'explorer pour d'autres bourses. Moi, j'ai touché aussi des bourses, une bourse d'implication étudiante, puis une bourse de rédaction. Ça vaut la peine, c'est une expérience qui va coûter cher, donc n'importe quel moyen financier que vous êtes capable d'avoir, ça va vous être bénéfique. Pour ce qui est maintenant des documents administratifs, il y a un formulaire de départ à remplir avec l'UDM. Fait que juste aller sur le site de UDM International, puis il y a un document avec une petite formation à compléter. Sinon, ce qui est du visa, ben ça aussi c'est un des documents administratifs qu'il faut pas négliger. Puis pour ce qui est des assurances aussi, vous êtes normalement assuré avec la SEC. Puis aussi, il y a les assurances de votre famille, de vos parents, si jamais ils en ont, juste s'assurer que vous êtes correct. Puis aussi, j'ai mis une petite infographie justement sur mon compte par rapport à la couverture qu'offre la RAMQ. Fait que juste aller visiter, aller voir si vous êtes éligible. Pour ce qui est maintenant de la planification du voyage, ben de s'assurer d'avoir un budget qui est réaliste, qui est solide, qui implique des petits imprévus par-ci par-là que vous pourriez avoir. Aussi vos billets d'avion, puis votre hébergement qui sont à planifier. Pour l'hébergement, il y a souvent des groupes Facebook de gens qui offrent par exemple des chambres, puis ça peut vraiment être moins cher que de prendre vraiment un appartement. Moi, je pense que vu que j'étais un peu serrée dans les délais, j'ai comme un peu rushé ça. J'étais comme, il faut juste que j'aie une chambre, tu sais. Puis je pense que ça a vraiment grugé une bonne partie de mon budget, mais en même temps, j'avais pas le choix parce qu'il fallait que j'aie la chambre pour mon visa. Bref, c'était un gros stress, mais définitivement, comme regardez ça un peu plus d'avance, peut-être que vous êtes capable de trouver un logement qui est moins cher que ce que j'ai payé. Là, j'ai mis mon budget sur mon compte, là, fait n'hésitez pas à aller voir, là, mais soyez pas comme trop stressés si jamais c'est quelque chose qui est trop cher parce que vous êtes tout le temps capable d'aller trouver une meilleure option si vous n'êtes pas stressé par le temps. Je pense que c'était juste ça mon problème à ce moment-là. Donc maintenant, j'ai comme passé à travers un peu le processus de faire son stage à l'international. Puis là, je vais plus embarquer dans mon expérience personnelle. Comme j'ai dit, j'étais stagiaire au Center for Gene Expression qui est affilié à l'Université de Copenhague, vraiment comme au centre de la ville. C'est un super beau building. Oh my god! Tellement fancy, tellement high-tech. Genre, j'étais comme, oh my god, wow. C'était le laboratoire du Dr. Sparstrup et c'est un laboratoire qui est super international. Il y avait du monde de partout. Je pense que ça m'aurait déstressé de savoir que
la langue allait être l'anglais. J'avais pas besoin de stresser, de pas parler danois puis d'être comme un peu exclue parce que, tu sais, veux pas, les gens parlaient vraiment anglais entre eux vu que c'était tellement international. Aussi, c'était un laboratoire qui avait seulement des étudiants au PhD, puis des chercheurs postdoctoraux, des professeurs, des chercheurs affiliés. Fait que c'est vraiment un environnement où j'ai pu apprendre de tous. Moi, je me rappelle que ça m'avait tellement stressée parce qu'à l'entrevue, ma superviseure était comme « Ah, notre laboratoire, c'est juste des postdocs, des PhD, des chercheurs. » Fait qu'on prend jamais de bac ni de maîtrise. Puis là, j'étais genre « Es-tu en train de me dire comme, fait qu'on va pas te prendre? » Puis là, elle m'a juste dit « Donc, ça va tellement être une belle opportunité pour toi d'apprendre. » Fait que je pense que là-dessus, j'étais vraiment reconnaissante que vraiment ma superviseure, elle avait des attentes réalistes par rapport à ce que j'allais apporter, que j'allais être là vraiment pour absorber des connaissances, puis apprendre sur le terrain, mais que j'allais pas évidemment avoir les connaissances d'un chercheur que ça fait 12 ans qu'il travaille sur genre ces ADN super spécifiques, puis ces séquences-là, puis ces promoteurs-là. Fait que je pense que ça m'a enlevé un poids de savoir que, ok, je vais juste pouvoir donner la meilleure version de moi-même sans comme constamment sentir que j'ai besoin de me prouver. Aussi, il y avait comme plusieurs clubs qui ont fait en sorte que j'ai pu m'intégrer comme super rapidement. Par exemple, le Cake Club, qui c'est comme à chaque mercredi, il y a comme une personne dans l'équipe qui devait amener un dessert. Mais le principe, c'était juste que comme, tu sais, le mercredi à 2h30, tout le monde mange du gâteau ensemble, tu sais. On se faisait tous des petits thés, puis on parlait, fait que c'était cool. Il y avait aussi un running club, il y avait aussi des réunions d'équipe hebdomadaires, des séminaires à chaque mardi, puis on a aussi eu une conférence. Fait que bref, il y avait vraiment des opportunités, tu sais, de vraiment comme avoir des relations entre collègues, plus que de juste tout le temps être, tu sais, à mon bench. Fait que je trouvais ça cool parce que ça m'a vraiment aidé à me sentir accueillie. Pour ce qui est de la ville, évidemment, ben, Copenhague, c'est vraiment comme... Moi, je trouve que c'est la plus belle ville au monde. Je suis peut-être un peu biaisée, mais je pense vraiment que c'est comme une des plus belles villes. C'est une atmosphère quand même assez différente, je trouve, dans la mesure où c'est assez calme, c'est paisible, les gens parlent pas fort. Si je compare à Montréal où, tu sais, des travaux, il y a du bruit, il y a beaucoup de sons, les gens parlent comme en général quand même assez fort. En tout cas, je sais pas, c'est particulier. J'ai vraiment trouvé que c'était paisible. Puis aussi, l'environnement est super valorisé. Les pistes cyclables étaient juste comme tellement parfaites. Moi, j'ai voyagé à vélo et comme c'était tellement paisible. Ça me prenait 15 minutes à aller au lab. Puis j'habitais à l'autre bout de la ville. Les pistes cyclables sont genre littéralement le triple de celles qu'on a ici. Puis ils sont protégés. Puis ils sont sens unique, là. Fait il y a ça de chaque côté, de chaque rue. Tout le monde est à vélo. C'est vraiment agréable de se promener, c'est efficace. Puis si seulement on était capable d'avoir ça ici. C'est aussi la ville qui a les meilleures pâtisseries au monde. Encore là, je suis peut-être biaisée, mais genre pour vrai, c'est vraiment une belle ville pour ce côté-là. Il y a plein de boulangeries, de petites pâtisseries partout, des petits cafés. Fait que bon, j'étais vraiment sur mon X. Les bonnes choses à savoir, c'est que, ok, je pense que c'est un peu le classique touriste, là, parce que j'en ai parlé avec d'autres mondes qui ont vécu la même chose la première fois qu'ils sont arrivés en ville. Mais moi, c'était comme, j'avais ma valise, mes 2 valises, genre mon sac sur mon épaule, mon passeport dans ma poche. Là, je suis genre, ok, je dois aller où? Mon réseau embarque pas encore sur mon sel, alors que j'avais activé ma eSIM, ça fonctionnait pas les 2-3 premières heures. J'essayais de trouver où est-ce que je devais aller. J'arrive dans le métro, je prends le mauvais métro parce que j'étais comme juste pas sur le bon quai. Puis je me suis juste trompée de où est-ce que j'allais. Puis là, j'étais comme, ok, c'est correct, j'ai retrouvé mon chemin. Mais mon billet, c'était juste comme 1 heure. Puis au bout de 1h15, ben mon billet avait expiré. Puis là, le contrôleur est arrivé, puis il était comme, sors ton billet. Je donne mon billet, puis genre, il est expiré ton billet. Puis je suis comme, mais monsieur, genre, j'ai juste perdu mon chemin, là, je sais où je vais, genre, faut juste que je débarque comme à la prochaine station. Il était comme, c'est pas ma job de te laisser aller sans respecter la loi, mais tu peux essayer de t'organiser en appelant. Puis la contravention, c'était genre 700 couronnes, fait que c'était comme 150 $ canadiens. Fait que c'était comme bonjour. Fait que, ouais, je pense que c'est comme le classique. Faire attention. Mais c'est pas comme si j'avais essayé de genre pas payer mon billet. Les marchés aux puces, tellement cool. À chaque
dimanche, des fois même les samedis, il y a des petits marchés aux puces qui pop. Je dis petits marchés aux puces, mais c'est immense. Comme, plus tout le monde amène comme son linge, c'est comme une mini friperie, c'est vraiment cool. Aussi, le respect des règles, ça m'a littéralement fascinée. J'étais comme un peu admirative en même temps, là. Comme même si, exemple, il y avait personne, aucune auto, aucun vélo dans la rue, les piétons vont quand même attendre que ce soit vert pour qu'ils puissent traverser. Ce qu'on fait zéro ici, là, genre même si il y a même si on peut techniquement traverser parce qu'il n'y a aucune auto, t'sais, on n'est pas censé le faire, mais il y a beaucoup de monde qui vont le faire. Alors que là-bas, comme tu vas faire regarder croche si tu traverses la rue alors que c'est rouge. Même chose pour les autos, évidemment, même chose pour les vélos. Fait que c'est ça. J'ai dit des petites anecdotes comme ci, comme ça. Évidemment, c'est vraiment comme juste quelques petits trucs par-ci par-là, mais si jamais ça vous tente de voir un peu plus de mon expérience, j'ai essayé de prendre comme quand même beaucoup de photos juste pour comme montrer un peu. Fait que, encore là, sur la plateforme du biologie, vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Puis je suis tout le temps là aussi si jamais vous avez des questions. Gênez-vous pas, je suis disponible. Voilà. Donc voilà. Pour ce qui est vraiment des ressources, là, comme j'ai dit, la coordinatrice des stages, elle est là, elle est super gentille. Et UDM International, puis sinon la coordinatrice des stages de l'ICEBOOM, qui est Céline pour le mandat 2024-2025, qui est là pour justement organiser les vins fromages, puis disséminer les informations pour les bourses et tout. Fait elle va vraiment pouvoir vous aider. Et les professeurs aussi, vos profs sont là, vos profs sont littéralement souvent en fait en recherche aussi. Fait qu'évidemment ils connaissent le milieu, puis ils vont vraiment pouvoir vous donner des conseils. Fait que c'est ça, de retour à la vision générale, puis bonne chance si jamais ça vous tente. Ça va me faire plaisir d'être là pour vous. À plus!